Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information. Tout de suite, les principaux titres qui seront développés tout au long de ce 19h. Au Burkina Faso, on s'achemine vers une période de transition. Militaires et membres du gouvernement en réunion ce jeudi. Le Danemark annonce le rapatriement de son contingent du Mali. Bamako a exigé son départ. Crise russo-ukrainienne, miette de Washington face aux exigences de Moscou sur l'expansion de l'OTAN. La Chine réagit, Ankara propose une médiation. Énergie, pétrole, le brut algérien atteint de nouveaux records. Il est l'un des mieux cotés dans le monde. Et nous entamons cette édition par la situation au Burkina Faso. Quelques jours après le coup d'État qui a renversé le président Roch Kaboré, les militaires au pouvoir commencent à organiser la transition. Ils ont rencontré les ministres du gouvernement dissous, des membres du gouvernement interdits de quitter le territoire. Ils étaient tous présents lors de cette rencontre à l'image du Premier ministre Lassina Zerbo. Et 72 heures après le coup de force au Burkina Faso, les réactions sont toujours aussi intenses. Le parti du président renversé réclame sa libération. Des réactions qui interviennent à la veille de la tenue du sommet virtuel de la CEDEAO consacré justement à la crise naissante au Burkina Faso. Leïla Guertal. Le moins que l'on puisse dire au lendemain du coup d'État annoncé au Burkina Faso est que la situation est loin d'être apaisée. Les déclarations fusent sur l'état de santé du président, des informations sont exigées par le parti au pouvoir de Kaboré qui de plus réclame sa libération, mais des sources bien informées indiquent que le président va bien physiquement et tient également à rassurer qu'un médecin est à sa disposition. Le président déchu se trouve toujours entre les mains des militaires, non dans une caserne, mais bien dans une villa présidentielle en résidence surveillée, cite la même source du mouvement du peuple pour le progrès, parti du président déchu. Le coup d'État au Burkina Faso offre des lendemains assez bouillonnants en questionnement et des questions en suspens, notamment sur le plan à adopter par les putschistes et le programme qu'ils comptent suivre. Cette ébullition politique intervient au moment où la CEDEAO décide d'un sommet virtuel prévu vendredi consacré au Burkina Faso. Un pays qui vient s'ajouter à la liste des pays en situation d'inconstitutionnalité, tels le Mali et la Guinée. La CEDEAO opérera-t-elle de la même manière qu'avec le Mali et la Guinée ou optera-t-elle pour une réalité du terrain? Les dirigeants vont-ils parler de sanctions ou d'accompagnement? Le verdict se saura bientôt. Et l'Union européenne, via son chef de la diplomatie, Josep Borrell, condamne l'arrestation du président burkinabé et demande au nom de l'Union européenne sa libération et le retour de l'ordre constitutionnel au Burkina Faso. Il a d'ailleurs déclaré, je cite, « Si l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli, cela aurait des conséquences immédiates sur le partenariat avec le pays ». Fin de citation. Après la nouvelle demande des autorités de transition au Mali, le Danemark a décidé de retirer sa centaine de soldats, prenant acte ainsi des nouvelles exigences du gouvernement malien. Les généraux au pouvoir ont envoyé un message clair où ils ont réaffirmé que le Danemark n'était pas le bienvenu au Mali. Nous ne l'acceptons pas et pour cette raison, nous avons décidé de rapatrier nos soldats, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Jep Kofod, après une réunion au Parlement. Une vingtaine de soldats congolais ont été tués dans des affrontements mardi avec les combattants de l'ancien mouvement rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, où ce mouvement, qui se fait également appeler Armée révolutionnaire du Congo, a repris ses activités, ont rapporté les organisations de la société civile et les autorités. L'attaque a eu lieu contre une position de l'armée
situé près du parc national des Virunga à Niézissi, province du Nord Kivu. Des unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont ciblé des retranchements des soldats de l'occupation marocaine dans les secteurs de Mahbes et d'El Bakari. Ces détachements avancés de l'APLS les ont ciblés avec des bombardements concentrés et violents. Et en Espagne, le président de Ceuta exhorte le gouvernement espagnol à intégrer l'île dans l'espace Schengen, une mesure pour mettre un terme à l'accès sans visa des habitants marocains de Tétouan et de Nador. Selon les médias locaux, en mai dernier, des milliers de Marocains candidats à l'émigration ont afflué illégalement dans l'enclave de Ceuta. Les gardes frontières marocains n'ont pas réagi. La plupart ont été refoulés, mais plus de 1000 mineurs marocains sont restés. Beaucoup errent toujours dans les rues. Et en Syrie, les forces kurdes reprennent le contrôle total de la prison de Hasaki. L'assaut des terroristes avait eu lieu jeudi dernier. Les combats ont duré 6 jours et auraient fait plus de 180 morts. Ces combats ont été menés avec l'appui de soldats américains de la coalition internationale antiterroriste dirigée par Washington. Et le Liban qui signe un accord d'approvisionnement en électricité avec la Jordanie via la Syrie. Un accord donc dans le cadre des efforts pour atténuer l'impact de la crise énergétique dans le pays. Il sécuriserait au Liban 250 mégawattheures d'électricité en coopération avec la Jordanie et le soutien de la Syrie. Et en parlant de Jordanie, ce matin à l'aube, 27 trafiquants de drogue ont été tués par l'armée à la frontière avec la Syrie. Ces derniers tentaient d'introduire de grandes quantités de stupéfiants depuis le territoire syrien vers le royaume. Selon les autorités jordaniennes, 85% des drogues saisies sont destinées à la contrebande hors de la Jordanie. Dans le dossier santé à présent, Covid-19 en Algérie, 2139 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 1552 guérisons et malheureusement 13 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures d'après le dernier communiqué du ministère de la Santé. Et cette décision du Danemark de lever ses restrictions sanitaires, et ce malgré la poussée d'Omicron. Seule mesure sanitaire toujours appliquée au Danemark sera un isolement non obligatoire de 4 jours en cas de test Covid-19. Toutes les autres restrictions seront levées à compter du 1er février. D'un côté, le Danemark compte 50 000 nouvelles contaminations par jour. D'un autre, le nombre de patients en soins intensifs a été divisé par 2 en 3 semaines. On écoute à ce propos Mette Frederiksen, première ministre danoise. Je vous propose de l'écouter. Ce soir, nous pouvons commencer à relâcher la tension et à retrouver le sourire, car aujourd'hui est une étape importante. Nous avons de très bonnes nouvelles. Nous pouvons maintenant lever les restrictions liées au coronavirus au Danemark. Et fin du confinement des non-vaccinés en Autriche à partir de lundi, avant même l'entrée en vigueur de la vaccination obligatoire contre le Covid-19. Ils resteront toutefois exclus des restaurants, hôtels, lieux culturels et sportifs qui exigent un pass vaccinal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité santé aujourd'hui. Nous allons rester en Europe pour parler du conflit russo-ukrainien. Et cette information d'abord, le président russe Vladimir Poutine accepte l'invitation de son homologue Recep Tayyip Erdogan pour une visite prochaine en Turquie. Déclaration aujourd'hui du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Ankara propose une médiation entre la Russie et l'Ukraine sans avancer de date en revanche. La Chine s'invite dans cette crise russo-ukrainienne, jusque-là discrète sur le dossier. Pékin apporte son soutien à Moscou. Le chef de la diplomatie chinoise s'est entretenu avec son homologue américain. Il estime que les préoccupations russes doivent être prises au sérieux. Safwan Ben Sabri. Jusque-là très discret, le dragon chinois se penche sur la question ukrainienne au centre de l'actualité mondiale. La Chine, à travers son ministre des Affaires étrangères, a montré son soutien à l'ours russe opposé aux États-Unis.
Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi s'est entretenu ce 27 janvier par téléphone avec son homologue américain Anthony Blinken au sujet de l'Ukraine. Il déclare « Les préoccupations raisonnables de la Russie en matière de sécurité doivent être prises au sérieux et recevoir une solution ». L'alignement de Pékin sur Moscou alors que les relations entre la Chine et les États-Unis ne sont pas au beau fixe en dit long sur le changement qui s'opère sur l'échiquier mondial. Les manœuvres militaires opérées en mer d'Arabie la semaine dernière témoignent du large spectre de la coopération sino-russe. Le monde traverse de grandes transformations et la relation sino-russe connaît une nouvelle vitalité. C'est ce qu'avait déclaré en décembre le président chinois. Le rapprochement entre les deux poids lourds du continent asiatique se confirme donc. Tout porte à croire que l'équilibre des forces semble changer, un rapprochement plus étroit entre Moscou et Pékin en défaveur de Washington doublé d'un affaiblissement de l'Europe sur la scène internationale pourrait redistribuer les cartes dans les années à venir. Les exigences russes sur la non-expansion de l'OTAN en Europe de l'Est rejetées par Washington annonce aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Aucune raison d'être optimiste quant à la réponse écrite américaine, selon Moscou. Sofiane Barouti. La réaction russe ne s'est pas fait attendre après l'annonce par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken au sujet de la réponse écrite demandée par la Russie à Genève. À ce propos, le chef de la diplomatie russe a déclaré, je cite, qu'il n'y avait pas eu de retour positif dans ce document autour de la principale question concernant notre position franche, refusant toute expansion de l'OTAN vers l'Est, ainsi que tout déploiement d'armes qui menacerait les terres russes. Pour sa part, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique a évoqué un moment critique, abordant les tensions en Europe en grande recrudescence ces derniers temps. Les Européens, particulièrement préoccupés par la situation au vu des risques sur la stabilité, la paix, mais aussi sur les approvisionnements énergétiques, ont tenu plusieurs réunions d'urgence, notamment à Brest, où ils ont encore menacé la Russie de sanctions. Le front ukrainien est hyper militarisé. La région du Donbass est quotidiennement le théâtre de combats violents entre pro-européens et pro-russes, notamment dans les zones de Donetsk et Lugansk. Les hostilités sont conduites par des groupes paramilitaires et une offensive serait imminente selon les deux camps. À la frontière entre l'Union européenne et la Russie, des centaines de milliers de soldats se font face. Celle avec la Biélorussie a vu dernièrement la tenue de grandes manœuvres militaires. La mer Noire est aussi un espace de grands mouvements belliqueux en ce moment, ainsi que les pays baltes où d'importantes installations et armements de l'OTAN sont déployés. Autant dire que le vieux continent vit actuellement sur des charbons ardents. Pour rappel, dès 2004, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne ont rejoint l'OTAN. En 2020, ça a été le tour de la Macédoine du Nord. Entre-temps, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie ou encore la Bulgarie et la Croatie ont rejoint l'Alliance Atlantique. L'incorporation de l'Ukraine à l'OTAN rapprocherait encore davantage les armées et les troupes de l'OTAN du cœur de la Russie. Sans parler du fait que le choc mémoriel est très présent dans la tête du peuple russe qui a subi historiquement plusieurs invasions depuis son flanc occidental. Et afin de répondre à d'éventuelles situations d'urgence, l'Ukraine prévoit de mener des entraînements pour les civils. L'objectif des exercices est d'examiner de près le travail des systèmes de sécurité civile dans les zones résidentielles du pays. Dans le reste de l'actualité en Europe, au Royaume-Uni, Boris Johnson a défendu sa place de Premier ministre au Parlement. Elle a été suspendue à la publication d'un rapport sur les fêtes tenues à Downing Street pendant les confinements. Une enquête a été ouverte hier par Scotland Yard. Et les prévisions de croissance en Allemagne revues à la baisse à cause de la pandémie. Vous l'aurez deviné, 3,6% contre 4,1% prévus l'automne dernier. Il existe plusieurs indicateurs encourageants pour la reprise, notamment au second semestre. Il s'agit de la stabilité du marché du travail, mais également l'épargne des ménages qui est à un niveau élevé.
Direction l'Asie, la Corée du Nord tire encore un nouveau projectile non identifié dans la mer selon Séoul. Il s'agirait du 6e essai d'armement cette année pour Pyongyang. Ces essais interviennent dans une période délicate pour la région. La Chine, seul allié majeur du régime nord-coréen, accueille les Jeux olympiques d'hiver en février et la Corée du Sud organise son élection présidentielle en mars. Investiture présidentielle tendue au Honduras. La présidente élue du Xiomara Castro prend ses fonctions aujourd'hui sur fond de crise politique. Le soutien du Parlement est essentiel pour la mise en œuvre du programme de Castro qui veut transformer un pays gangréné par la corruption et l'influence des narcotrafiquants qui ont infiltré l'État jusqu'à son plus haut niveau. Et nous allons parler énergie avec les chiffres publiés par l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole concernant les exportations de gaz naturel liquéfié. L'Algérie a rendu une bonne copie en 2021 en enregistrant des résultats satisfaisants. Kherdin Batash. Les exportations algériennes de gaz naturel liquéfié en hausse de 7,8% en 2021. Ce sont les conclusions du rapport intitulé « Évolution du GNL et de l'hydrogène au dernier trimestre de 2021 » publié par l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole OPAEP. L'Algérie, qui figure parmi les 4 plus grands exportateurs de GNL vers l'Europe, tire en effet son épingle du jeu dans un contexte de tension autour des prix du gaz ayant connu des hausses spectaculaires en Europe. D'après les données de l'organisation intergouvernementale, l'Algérie clôture l'année 2021 avec des exportations globales de 11,48 millions de tonnes, contre 10,58 millions de tonnes en 2020. Un constat qui s'inscrit en droite ligne avec les aspirations de Sonatrach d'avancer d'un pas assuré vers le développement de l'industrie GNL. On va examiner cette question, on doit négocier les prix, les quantités, la durée et le moyen de satisfaire cette demande, soit à travers l'extension du Medgaz, soit à travers le GNL, dont nous avons quand même des capacités importantes. Les exportations algériennes de GNL ont atteint au 4e trimestre de l'année de référence près de 2,74 millions de tonnes, contre 2,5 millions de tonnes à la même période de l'année 2020, soit une croissance de 9,6% sur une base annuelle. Le rapport précise par ailleurs que plus d'un tiers du GNL algérien exporté a inondé le marché turc. La France et l'Espagne, respectivement avec 20 et 14%, complètent le podium des principaux clients d'Alger. L'Italie et le Royaume-Uni arrivent quant à eux en 4e position, avec 6% du total. Dans l'ensemble, les pays arabes ont maintenu des niveaux élevés d'exportation de GNL au cours du dernier trimestre de l'année passée. Leurs exportations ont atteint près de 27,6 millions de tonnes contre 26,6 millions de tonnes au cours du même trimestre de 2020, soit un taux de croissance de 3,2% sur une base annuelle. Un mot sur les cours du pétrole. Le brut algérien et ce nouveau record. Ce jeudi, le Sahara Blend dépasse la barre des 92 $ sur les marchés. Le baril a en effet gagné 2,50 $, soit une hausse de 2,86%. Le brut algérien fait en ce moment partie des 3 références les mieux valorisées dans le monde avec l'Azeri Light et le tapis malaisien. Économie toujours, en 2022, la reprise économique en Afrique sera confrontée à plusieurs défis financiers, notamment politico-sécuritaires. D'après un rapport de l'Economist Intelligence Unit, 41 pays africains devraient enregistrer une dépréciation monétaire d'ici décembre prochain. Les détails avec Mohamed Walid Ben Chaben. Forte inflation en Afrique prévue en 2022 selon le rapport de l'Economist Intelligence Unit. 41 pays africains connaîtront une chute drastique monétaire d'ici la fin de l'année. L'Éthiopie et le Soudan, 2 pays en pleine crise politico-sécuritaire, seront touchés de plein fouet par cette crise. Conséquence, les États africains déjà très fragilisés vont emprunter davantage auprès des institutions financières internationales.
30 pays seront touchés par une dépréciation monétaire annuelle, moyenne des prix estimée à 5%, et 10 autres comme l'Angola, l'Éthiopie, le Nigeria, la Zambie ou encore le Zimbabwe accuseront un taux d'inflation à 2 chiffres. L'année dernière, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne tels le Bénin, le Kenya, le Sénégal, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont dû réussir à lever d'importants financements sur le marché des obligations en pleine pandémie de Covid-19. Le rapport indique que la reprise économique de l'Afrique subsaharienne en 2022 devrait être moins importante que celle de 2021. Elle est attendue à 3,7% cette année contre une estimation de 4% pour l'année précédente. Pour rappel, le rapport de l'Economist Intelligence Unit intervient dans un contexte où la reprise économique tant attendue en Afrique est minée par des difficultés, notamment la lenteur de la campagne de vaccination, l'inflation et la persistance des crises politico-sécuritaires. Sport, football, CAN 2021, les quarts de finale de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sont désormais connus. 2 rencontres sont au programme ce samedi à Garaoua. La Tunisie sera opposée au Burkina Faso. À Douala se jouera la seconde rencontre de cette première partie des quarts de finale entre le pays hôte, le Cameroun, et la grande surprise de cette CAN 2021, la Gambie. Dimanche 30 janvier, à Yaoundé, l'Égypte affronte le Maroc, à Douala, Sénégal, Guinée équatoriale. Et nous allons tout de suite à Douala, au Cameroun, pour retrouver notre envoyé spécial Faisal Salah. Bonsoir Faisal. Bonsoir Riyad, bonsoir tous les téléspectateurs de Al24 News. Alors Faisal, nous allons nous intéresser au match du Cameroun face à la Gambie. La Gambie, nous le disions tout à l'heure, c'est la grande surprise de cette CAN. Première participation en phase finale et elle atteint ce stade de la compétition. C'est une surprise pour la CAN, pour la 33e édition ici au Cameroun. Mais après, quand on voit le parcours de la Gambie en groupe E, avec la Tunisie, la Mauritanie et le Mali, la Gambie a fini deuxième avec 7 points. À égalité de points avec le Mali. En match du 8e de finale, elle marque, elle obtient son billet pour les quarts de finale. Je pense que cette équipe de Gambie, c'est une équipe solide, c'est une équipe coriace, elle n'a pas beaucoup d'individualité, mais c'est une équipe qui joue le collectif. C'est une équipe qui a un petit peu, on va dire, c'est une équipe soudée, c'est une équipe qui va vers l'avant, c'est une équipe qui sait attaquer, c'est les Scorpions. Et à un moment donné, les Scorpions piquent dans le match. Et en face, on a aussi les Lions. Les Lions indomptables, c'est le Cameroun pays hôte, qui essaye de faire, on va dire, le maximum pour garder cette Coupe d'Afrique des Nations ici au Cameroun, à Yaoundé, vu que la finale se jouera à Yaoundé à l'instant, on va dire. Donc Tony Conceição, je pense qu'il a l'effectif qu'il faut dans, on va dire, le collectif ou bien l'individualité. Quand on parle de buteur, il y a Boubacar Vincent qui est le buteur actuel de cette Coupe d'Afrique des Nations. On a Choupo-Moting, on a aussi beaucoup de joueurs dans les 7 équipes du Cameroun. Mais parlons un petit peu, je vous ai entendu Riyad par rapport au match d'Égypte face au Maroc. Il va se dérouler à Yaoundé, à Amadou Ahidjo. Il y a aussi le deuxième match qui va jouer à Amadou Ahidjo et ne pas à Douala. Il y aura un seul match à Douala, c'est le Cameroun-Gambie. D'accord. Et pour ce qui est des Camerounais, comment ils perçoivent cette rencontre ? C'est une rencontre, en fait, c'est une rencontre là où on n'a pas le droit de la perdre. C'est une rencontre très difficile pour les Camerounais, surtout après, on va dire, la prestation des Lions face à une équipe de Comores. Difficilement, le Cameroun a battu le Comores, on va dire en 8e de finale. Je pense que les Camerounais, en ce moment, ils souhaitent vraiment avoir la chance de battre le Cameroun, plutôt la Gambie ici à Douala, parce que tout simplement c'est un match très difficile. Le Cameroun n'a pas montré le vrai visage des Lions qu'on a vu dans la phase groupe. Dans le 8e de finale, le Cameroun n'était pas le Cameroun face au Burkina Faso ou face à l'Éthiopie ou bien face au Cap-Vert. Le Cameroun était différent. Le Cameroun
on va dire, a souffert dans ce match. On a vu même les joueurs des Comores qui essayaient de marquer sur le gardien, on a sur le gardien et le portier camerounais. Je pense que cette rencontre est un peu difficile, c'est un peu sombre aussi, parce que la Gambie, c'est une équipe, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une équipe surprise. Ça veut dire qu'on ne connaît pas vraiment ses joueurs, leurs capacités, et aussi on ne connaît pas leurs jokers à ce moment-là. Donc peut-être que la Gambie pourra faire une surprise le 29 ici à Douala, mais je pense que sur les papiers, le Cameroun est bien plus fort que la Gambie, parce que c'est un match facile pour les Camerounais pour passer aux demi-finales. Très bien, Faisal, avant de vous quitter, apparemment vous avez une information par rapport à la Fédération algérienne de football. Par rapport à la Fédération de football, il y a un nouveau manager qui vient d'être nommé par la Fédération algérienne de football. Sur le site de la Fédération algérienne de football, c'est Djahid Zefizef, le nouveau manager de l'équipe nationale A. Donc pour préparer les prochaines rencontres de l'équipe nationale et surtout les matchs barrage face au Cameroun au mois de mars prochain. Très bien. Merci beaucoup, Faisal, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Douala, au Cameroun, pour suivre cette CAN 2021. Voilà, merci. C'est avec cette information que nous arrivons donc à terme de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo présentée par Madame Zian Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. À demain, 13h.